tous, il est donc 11h30. Nous allons démarrer notre webconférence sur former à la conduite du changement. Je vous remercie vivement d'être, présents aussi nombreux ce matin pour, évoquer ce beau sujet qui est, la formation à la conduite du changement. Quel est l'objectif de cette présentation? Eh bien, c'est de vous aider à approfondir votre réflexion sur cette conduite du changement, sur la façon de la mettre en œuvre dans votre entreprise, hein, et compte tenu du contexte de votre société et derrière, sujet très important, former vos équipes. Nous allons organiser, donc plusieurs webconférences, on en parlera à la fin sur les dates suivantes et sur les thématiques. Ce matin, je vais plus particulièrement, faire un focus sur l'analyse des compétences opérationnelles des équipes, hein, et voir si ces compétences-là sont bien en ligne avec les changements que vous voulez insuffler dans votre organisation. Je vais aborder là, dans quelques minutes, une situation concrète et c'est cette situation-là qui m'a donné envie de créer, de cette présentation et cette webconférence parce que véritablement, à partir d'un sujet, on va dire, important mais secondaire, ça a bloqué tout un projet. On a beaucoup de très beaux concepts et techniques managériales qui existent, hein, sur le marché, qui sont très fiables, mais la partie concernant l'analyse des compétences est quelque chose d'essentiel. Comment va se dérouler cette conférence? Eh bien, nous allons passer 45 minutes ensemble. Vous pouvez poser toutes vos questions au fil de l'eau. Si je ne peux pas y répondre instantanément, eh bien, je vous répondrai par mail. Et vous pouvez aussi, dès à présent, prendre rendez-vous avec moi et avec nos experts. Les experts seront sélectionnés en fonction des problématiques que vous souhaitez aborder et vous pourrez cliquer ici, là, pour prendre rendez-vous. Bien évidemment, je le dis et je le redirai tout à l'heure, cet échange est bien évidemment tout à fait libre et sans aucun engagement de votre part. Qui suis-je en quelques mots? Eh bien, j'ai 25 ans d'expérience dans le monde de l'entreprise. Tout d'abord, dans le crédit bail immobilier où j'ai créé à partir de zéro un établissement, financier pour, une filiale d'un groupe anglais et en 10 ans, on est arrivé à gérer à peu près 700 millions d'euros d'encours. Ça s'est bien passé. Ensuite, j'ai été débauché par un de mes clients pour devenir DG de son groupe et c'était dans un domaine totalement opérationnel, c'était la location opérationnelle de chariots élévateurs. J'avais très envie de passer de l'autre côté de la barrière, hein, de devenir un véritable opérateur au sein d'une entreprise et en 5 ans, on a doublé la taille du groupe en faisant notamment une croissance externe, et donc depuis une dizaine d'années maintenant, je dirige Adiscos, que je développe et en parallèle, pendant des années, hein, pendant 10 ans, j'ai été formateur dans une école de management, en finance. Donc pour vous dire que la conduite du changement, eh bien, c'est un exercice sur lequel j'ai été éprouvé et que, j'ai eu un certain nombre d'actions à mener. Qui est Adiscos? Eh bien, notre groupe a 16 ans d'existence. On est surtout reconnu sur tout ce qui est formation sur mesure et plutôt dans 3 domaines. Tout ce qui tourne autour des langues. Globalement, on a formé des stagiaires sur plus de 80 langues différentes. Bien évidemment, tous les basiques, on sait les faire et sous toutes ces formes. On propose également des formations en bureautique et sur toutes les solutions collaboratives. Et enfin, tout ce qui tourne autour du développement personnel et du management et de la transformation numérique. Hein, le groupe, fait à peu près 3 millions d'euros de chiffre d'affaires et un point important, on a une présence nationale. Quels sont donc maintenant les enjeux? On va rentrer dans le vif du sujet sur la conduite du changement. Eh bien, dans le mot transformer, nous avons 2 notions. La première, trans, qui va nous permettre, de passer
d'une situation A à une situation B, à une organisation A à une organisation B, mais pour pouvoir y arriver, on a besoin de conduire nos équipes, vos équipes, vers cette direction. Eh bien, pour pouvoir les mener à bon port, il faut, et ça c'est vraiment important, former les équipes, hein. D'une part, pour aller vers cette organisation B, mais surtout de devenir le plus autonome possible dans la conduite du changement, hein, à court et à moyen terme, que vraiment ça rentre dans la culture de la société. On essaye d'avoir une devise, hein, c'est ne pas donner du poisson, mais vous apprendre à pêcher. Vaste sujet. Pour bien comprendre les raisons pour lesquelles nous réfléchissons à la conduite du changement, hein, pourquoi est-ce qu'on en parle? Eh bien, nous, on a essayé de notre côté d'y réfléchir, hein, compte tenu de nos expériences et on va vous poser un certain nombre de questions, hein. Bien évidemment, cette liste de questions n'est absolument pas, exhaustive. Donc déjà, dans un premier temps, sur le plan stratégique, bah, pourquoi est-ce qu'on réfléchit à la conduite du changement? Est-ce que c'est une problématique d'enjeu de marché, de concurrence, d'évolution technologique, de crise sanitaire? On est bien placé pour, aborder ce sujet en ce moment, lié au projet de rachat d'une société, à la mise en œuvre de nouvelles offres. Donc à partir de cette réflexion-là, bah, c'est de se dire: «Comment est-ce qu'on va hiérarchiser les enjeux? Où sont les priorités? Où est-ce qu'on peut mettre le focus?» sachant qu'on a la gestion courante de l'entreprise à suivre. Est-ce que certaines valeurs de l'entreprise sont heurtées dans le cadre de ce changement? Si oui, lesquelles et comment est-ce qu'on peut, les aborder? Un autre angle d'attaque et d'analyse, bah, c'est quelles conséquences pour l'entreprise si nous ne faisons rien, si on reste dans le statu quo, hein, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? Comment construire une nouvelle vision et qu'elle soit partagée, hein, et comment derrière la direction générale doit s'impliquer dans cette transformation. Après l'aspect stratégique, on va parler des obstacles parce que les obstacles, bah, c'est une des raisons du retard à minima, voire d'arrêt de conduite du changement. Les obstacles, bah, tout changement apporte des émotions et souvent du stress. Et donc l'idée, bah, c'est et la réflexion qu'on doit avoir, c'est comment rassurer les équipes pour minimiser les blocages. Alors je vais vous parler de la courbe du deuil, hein, du docteur Kubler, que vous connaissez tous, mais les différentes étapes sont vraiment importantes dans la réflexion qu'on doit mener. D'abord, on est dans le choc et dans le déni, hein, on refuse, on bloque, on dit non. Ensuite, la colère, eh bien, dans le monde de l'entreprise, ça peut se transformer en grève ou grève perlée. Mauvaise relation, sociale dans l'entreprise. Après, on passe dans le marchandage. Bah, le marchandage, on dit oui, mais en fait, on fait pas, ou pas bien, ou pas de façon efficace. Ensuite, la notion le stade de la dépression, bah, dans notre domaine, professionnel, c'est le burn-out et après, soyons positifs, si tout s'est bien passé, ce qui est quand même la grande majorité des cas, on est dans l'acceptation et après on peut rêver, tendre vers l'enthousiasme et vers l'adhésion complète et vers la création d'une belle et dynamique. Un exemple concret que j'ai vécu, hein, dans le cadre de rachat de société dans la location de chariots élévateurs. La société qui était à Lyon faisait partie d'un grand groupe. Elle était très craintive de ce rachat parce que nous, on était une grosse PME, et à force de discussions, d'échanges avec les différentes équipes, de leur compréhension de leurs valeurs, des aspects positifs qu'allait apporter ce regroupement de ces 2 structures, eh bien, au bout d'à peu près 6 mois, on est arrivé à les intégrer parfaitement et à les mettre, en ligne avec nos objectifs et derrière, ça a été une très belle réussite. Autre piste de réflexion, hein, c'est comment doit-on communiquer sur les enjeux et sur les effets positifs de cette conduite du changement? Mais aussi, d'un autre côté,
hein. C'est savoir aborder les éventuels points difficiles. Ça veut dire quoi concrètement? Bah, ça veut dire, est-ce qu'il va y avoir des regroupements de services? Est-ce qu'il va y avoir, osons le dire, des licenciements? Et donc qui dit licenciement, bah, est-ce que les personnes seront complètement sorties de l'effectif ou est-ce qu'il y a possibilité d'intégration dans d'autres services, hein, de transformation du poste? Ça sont des sujets auxquels il faut vraiment avoir réfléchi en amont. Ensuite, je pense qu'il est très important de réaliser un zoom autour des compétences. Nos équipes, elles ont toutes des compétences, mais est-ce que ces compétences-là, elles sont en phase avec les changements qu'on souhaite opérer? Ensuite, c'est donc d'arriver à comment mesurer l'écart entre les compétences actuelles et les compétences attendues. Mais pour pouvoir bien mesurer cet écart, on doit aussi analyser, comprendre, mesurer quelles sont les compétences attendues que l'on souhaite dans le cadre de ce projet de transformation et c'est même par là, je pense qu'il faut commencer. Hem, Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Bien. Pour le moment, il n'y a pas de questions, donc on va poursuivre sur une partie plus concrète. Donc après la réflexion, l'action. Je suis parti d'un modèle qui est le modèle de Kotter, qui a été créé en 96, qui a été revu en 2014 puis en 2018 et qui est toujours d'actualité, qui est utilisé par des grands cabinets de conseil. Il y a d'autres méthodes, bien évidemment. Il y a aussi, la méthode Proscrit, hein, qui est très utilisée aujourd'hui. Mais si on revient au modèle de Kotter, il y a 8 étapes. La première, c'est de créer un sentiment d'urgence afin de mobiliser les équipes, mobiliser leurs énergies. L'étape suivante, bah, c'est construire une coalition d'orientation. Ça veut dire quoi concrètement? Une équipe pilote qui va piloter cette conduite du changement. Ensuite, bah, c'est former une vision stratégique et des initiatives et en arrivant à recruter des acteurs de ce changement au sein de l'équipe, voire même intégrer des personnes de l'extérieur. Construire un plan de communication, hein, pour donner une vision claire de ce qui va se passer et de façon positive, mettre en avant les enjeux positifs. Puis, bah, c'est permettre l'action en supprimant les obstacles, hein, toujours rassurer et former les collaborateurs parce que le stress est présent. Générer des gains à court terme, hein, communiquer autour de quick wins, définir au début des KPI et après, bah, de mesurer ce qui a été réalisé par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés, pour toujours donner de la visibilité aux équipes. Ensuite, quand tout ça est rédigé, réalisé, mis en pratique, bah, maintenir l'accélérateur, maintenir cette dynamique du changement pour enfin instituer le changement de façon permanente dans l'organisation. Donc dans ce modèle, il a été donc, comme je vous l'ai dit, complété par 4 concepts supplémentaires: leadership et management, hein, inspirer, innover, agir et célébrer, pour donner un peu une vision globale. Ils ont évoqué aussi la notion de tête et de cœur. Donc c'est pas uniquement être dans la logique, dans le rationnel, parce que ça suffit pas. Il faut donner du sens à ce que l'on fait, hein, sens de l'effort. Sélectionner peu, hein, et diversifier beaucoup. Donc ça veut dire quoi concrètement? Bah, on va le voir après tout à l'heure, hein, en parlant du cas concret. C'est constituer une équipe variée à tous les niveaux et qu'elle soit capable de faire émerger un leadership dans le cadre de ce changement. Enfin, doit et veut ceux qui sont concernés pour fournir l'énergie s'ils se sentent inclus. Doit, devoir et volonté.
On va parler maintenant du fameux la fameuse situation dans laquelle, on s'est retrouvé, non pas nous directement, mais l'un de nos clients. Ce client, c'est un grand groupe du CAC 40, très prestigieux et ils nous ont sollicités, on travaillait avec eux régulièrement dans d'autres domaines. Ils avaient mis en place un nouveau SIRH et là, une bonne partie des équipes refusaient ce changement et ils ne comprenaient pas pourquoi. Donc on a interviewé, les responsables locaux et on s'est aperçu en fait qu'il fallait mettre en place un outil d'analyse des compétences sur la partie bureautique et informatique. Et là, situation impressionnante que personne n'avait imaginée, bah, c'est qu'il y avait un certain nombre de collaborateurs qui ne savaient pas se servir d'un ordinateur. On était en pleine fracture numérique. Objectivement, qui aurait pu l'imaginer? Et qui aurait osé poser cette question. Moi, je vois quand je suis en contact avec ce responsable RH de ce grand groupe, un, ça ne me serait pas venu à l'esprit, bien évidemment, mais 2, j'aurais jamais osé poser cette question. Est-ce qu'il y a des gens dans vos équipes qui sont en fracture numérique? C'était inconcevable. Donc à partir de là, bah, il faut oser poser les questions, hein, parce qu'on ne sait jamais et bien évidemment, on a mis en place un plan de formation autour de ces collaborateurs-là, pour leur donner des compétences. Alors, quel était le plan d'action? Alors, on a en fait formé, au bout du bout, une centaine de personnes, hein, donc c'est très important et on a organisé des groupes de 8 personnes, des séances d'1 heure et demie sur 12 semaines. Alors bien évidemment, on s'est aperçu qu'il y avait un énorme obstacle psychologique. Ils n'osaient pas dire, ils avaient honte d'eux-mêmes, ils avaient honte de dire qu'ils ne savaient pas se servir d'un ordinateur. Et donc en fait, bah, cette formation, elle a eu un double effet. Bien évidemment, les collaborateurs sont montés en compétences, mais aussi ils sont devenus beaucoup plus autonomes, ils ont acquis une confiance en eux bien plus grande. Et derrière, par rapport à ce qu'on a dit il y a quelques instants, par rapport à la construction d'une équipe, heu, pilote sur la transformation digitale, et bah, aujourd'hui, sont des véritables ambassadeurs pour le groupe et pour lancer des projets dans la conduite du changement. À tel point que sur un des sites, parce qu'on était parti d'un site pilote, on a réalisé ces formations sur 5 sites différents. Eh bien, il y a certains collaborateurs qui ont accepté de témoigner sur les autres sites. Alors, pour être totalement honnête, tout le monde n'a pas adhéré à 100% au projet, mais la grande majorité ont été très, très satisfaits de cette formation. Et donc nous, on était ravis. Avez-vous des questions à ce stade? J'ai un petit problème avec ma oups, pardon. Excusez-moi. Voilà. À partir de cette expérience, quelles compétences développer pour être dans la conduite du changement? Hein, bah, tout va dépendre bien évidemment de votre projet de transformation et on s'aperçoit le plus souvent possible dans l'amélioration continue, hein, et je crois que c'est important de développer des méthodes permanentes pour faire grandir progressivement son équipe et également, que ça se devienne un véritable état d'esprit au sein de l'organisation. Donc ce à quoi on a réfléchi, c'est d'organiser un mapping des compétences actuelles des équipes. Toujours dans ce même objectif, bah, mesurer les écarts entre la situation existante et les attentes que, la direction ou que le projet doit, développer en termes de compétences des collaborateurs. Vous pourrez ensuite donc définir un programme de formation sur plusieurs années si vous le souhaitez et donc l'intérêt, bah, c'est que ça donne de la visibilité aux équipes et les résultats, eh bien,
des quick wins, visibilité à court et moyen terme et ça donne une véritable motivation, ça génère une véritable motivation pour les équipes. On va rentrer un peu plus dans le détail sur 2 situations concrètes. Alors là, je vois qu'il y a quelques questions qui arrivent. Qu'avez-vous fait sur le pourcentage sur les pourcentages manquants? Et ben, on les a pour ceux qui n'ont pas adhéré ou qui ont eu du mal, qui ont été plus en difficulté, on a refait une formation plus courte sur, les points qu'ils ne comprenaient pas et ils ont eu aussi un coach interne qui, était là pour les aider dans leur progression, hein, pour les soutenir. C'était un peu ouais, des tuteurs internes. Cette phase a-t-elle été uniquement pilotée par les RH? Alors oui, c'est la RH du groupe. Alors je pense que derrière, mais ça je ne le saurais pas forcément, c'est que je pense que le responsable de site a dû remonter l'information à la RH en disant: «On a un problème, trouvez-moi une solution». Hein, parce que c'est un groupe où il y a plein de filiales, plein de sociétés différentes, de taille moyenne chacune et donc il y a je pense qu'il y a dû y avoir une bonne communication entre, le responsable de site et les RH et derrière, c'est à partir de là où on a, où ils ont construit, réfléchi sur le sujet. Donc voilà, j'ai répondu aux quelques questions qu'il y avait. Donc maintenant, revenons à notre premier exemple et je pense que c'est vraiment un exemple qui est très courant, hein, qui est de la conduite du changement régulière, mais sans avoir un véritable projet spécifique. On l'a bien vu avec le covid récemment, hein. Il faut que véritablement nos équipes soient, ouvertes au changement et que ça soit un véritable état d'esprit. Premier exemple, bah, donc des cas de succès, c'est avoir un référent qui est en veille technologique. Une personne qui travaille sur l'offre de la concurrence. Si nécessaire, identifier un scrum master. Construire une équipe pilote, hein, toujours dans l'esprit Scrum, hein. Scrum, c'est, je dirais la mêlée au rugby en anglais. Donc c'est d'avoir une équipe leader qui fasse avancer les choses. Former les collaborateurs sur le modèle de Cotton ou sur d'autres, hein, c'est juste à titre, d'exemple. Leur faire découvrir aussi la méthode agile, hein, de pilotage de projet. Alors je me permets, de rappeler que, bah, l'agilité, hein, donc c'est la capacité d'une entreprise à s'adapter et de réagir rapidement aux changements. Hein, souvent, ce que l'on dit, c'est que les organisations agiles considèrent le changement comme une opportunité et non pas comme une menace. Ça, je pense que toutes nos organisations devraient, aller dans ce sens. Revenir sur le socle fondamental des valeurs de l'entreprise, hein, qu'elles soient bien ancrées au sein de chaque organisation. Avoir, comme on l'a dit tout à l'heure, une vision complètement opposée, c'est-à-dire faire réfléchir les équipes sur un SWOT, hein, si l'entreprise ne se met pas en mouvement, hein, force, faiblesse, menace, opportunité. Et à partir de là, on peut aussi également travailler sur, des ateliers thématiques pour rentrer plus en détail dans le besoin des équipes et dans la réflexion pour intégrer un maximum de collaborateurs. Deuxième exemple, là, nous sommes dans le cadre d'un projet réel d'évolution. Donc, quels sont les facteurs clés de succès là-dessus? Bah, c'est s'assurer qu'une partie significative de l'équipe soit en phase avec le projet et de définir ensemble le plan de marche et également, bien, l'expression des besoins, hein. Ça, c'est, hein, essentiel parce que, si les collaborateurs ne sont pas impliqués, derrière, ça ne sera pas de leur faute si le système ne fonctionne pas. Il est important aussi de s'assurer, que les équipes sont partantes sur ce projet-là,
dans le cadre de leur vision du quotidien. Parce que là, c'est très beau tous ces projets-là, c'est superbe, mais il faut aussi respecter l'activité quotidienne de chacun. Parce que, les 2 et c'est là une des grandes difficultés, c'est d'arriver à conjuguer le business opérationnel courant et ses projets de fond. Ce que l'on peut faire aussi, c'est un audit des compétences existantes, hein, comme on l'a déjà dit, mais je le répète parce que pour moi, c'est vraiment essentiel pour, éviter les blocages. Alors, il y a un point de vigilance à avoir, je pense, c'est comment communiquer sur ces audits de compétences. Alors, je dis audit volontairement parce que je pense bien évidemment que c'est le terme qu'il ne faut pas utiliser, hein. Ce sont d'abord des évaluations. Elles doivent être considérées comme quelque chose de positif et non pas comme une menace. Donc là aussi, c'est très important, de soigner sa communication et de la tester en amont. Nous allons rentrer maintenant dans le détail des compétences qui nous paraissent clés à bien comprendre, bien identifier dans le cadre d'une conduite du changement, dans la réussite de la conduite du changement. La première sont les compétences en bureautique, hein. On en a parlé tout à l'heure. Si, ce groupe avait pris le temps de bien mesurer les niveaux de compétences de ses collaborateurs, il n'aurait pas perdu plusieurs mois dans la mise en place de ce nouveau SIRH. Donc, il est possible de tester en ligne les collaborateurs, hein, avec des liens, aujourd'hui, avec des systèmes de logiciels en mode SaaS qui vous permettent d'évaluer les compétences. On identifie à ce moment-là les compétences acquises, les compétences à développer. Il y a un rapport individuel qui est fait et derrière, eh bien, il y a un plan d'action de formation qui peut être mené. Je vais prendre un exemple. Un grand cabinet d'experts comptables, donc des gens normalement hyper compétents. C'est un groupe qui rachète régulièrement des cabinets plus petits et ils ont du mal à intégrer leurs équipes et ils trouvent que ça va pas assez vite. Là aussi, on a fait une analyse des compétences bureautiques parce que ces cabinets d'experts comptables utilisent beaucoup, les outils bureautiques et on s'est aperçu qu'il n'y avait pas un niveau homogène des collaborateurs au sein du cabinet et bien évidemment entre les cabinets et donc on a défini des bonnes pratiques et derrière, bah, qu'est-ce que ça a permis? Ça a permis une bien meilleure cohésion d'équipe, surtout entre les collaborateurs qui ne faisaient pas partie du même cabinet, hein, et donc il y a eu des formations intercabinets pour arriver à constituer ces bonnes pratiques. Un autre domaine, le SharePoint. Ça, c'est un exemple que nous avons vécu, hein, dans le cadre d'un appel d'offres avec un musée très prestigieux. Il y avait un échange de mails très régulier, et on s'envoyait des dizaines de mails par semaine. Je disais: «Mais on va pas y arriver, on va louper des informations, c'est pas possible». Donc on a réfléchi à comment faire pour avoir un terrain de jeu commun. Et bien, le terrain de jeu commun, c'est SharePoint. On a mis en place un tableau sur SharePoint avec des codes couleurs. Il y a un même document, un grand fichier Excel où il y avait une partie, un code couleur qui était réservé aux clients, une partie qui était réservée, à la discos et une partie qui était réservée aux formateurs. Et à ce moment-là, on a même rédigé des types de mails spécifiques, on a rédigé des modes opératoires et à partir de là, bah, ça a fluidifié considérablement l'organisation. Moi, ça, j'appelle ça, vous voyez, c'est une véritable conduite du changement. C'était un quick win et c'était aussi une action managériale parce que ça a permis d'être beaucoup plus fluide en interne et en externe et tout le monde était rassuré et à tel point que le client nous a félicité. On peut aussi parler de mise en place de formations sur Outlook, hein, pour, là aussi développer les bonnes pratiques en interne. Ce sont des quick wins, de petites conduites du changement, mais qui sont véritablement très efficaces. Ah, j'ai des nouvelles questions. Alors, sur quel outil vous appuyez-vous pour évaluer ses compétences? Alors, c'est très bonne question. On utilise nos outils. On a je dirais, passé des accords avec des prestataires qui avaient des outils de place
qu'on a adapté, à notre patte, à notre savoir-faire, savoir et derrière, ce sont des outils qui ont développés pour nous. Mais on pourra vous les présenter bien évidemment, lors de rendez-vous. Concernant les langues, ça paraît évident, mais on s'aperçoit là aussi que dans la pratique, c'est pas bien fait ou on prend pas suffisamment le temps de le faire. Question simple: les salariés comprennent-ils bien les consignes qui leur sont données? Ça paraît évident comme question. Mais là encore, on a eu un cas récent où, c'était sur des personnels peu qualifiés, ils comprenaient pas les consignes. Donc là, on a mis en place des formations en FLE. Bien évidemment, ça peut se faire en anglais et aussi dans une langue locale, hein. Autre vision, autre situation, vous lancez un projet de transformation informatique. Bah, les équipes de développement sont basées en Inde, à titre d'exemple, ou ailleurs dans le monde. Bah, est-ce que tous les collaborateurs qui vont être impliqués dans le projet ont le niveau d'anglais suffisant pour, échanger avec les collaborateurs? Point encore plus important, est-ce qu'ils ont les codes pour bien communiquer avec eux? Bah, vous voyez, là, je suis à peu près sûr de la réponse, c'est non. Donc là, il est très important de prendre du temps et un peu de budget parce que c'est aussi un ça peut être un blocage, mais c'est important de bien s'assurer de ces que les compétences sont là pour échanger facilement avec, avec, comment dire, des prestataires externes ou en interne ou avec d'autres filiales. Maintenant, on va passer donc après avoir vu la partie bureautique, la partie langue, on va aborder les compétences sur le plan managérial. Alors, rapidement, il y a la méthode du disque, ça c'est très connu, très reconnu, avec des différents types de profils: dominant, influent, stable, consciencieux. Nous, on n'a pas opté, j'en parle parce que c'est une méthode qui existe sur le marché, qui est fortement utilisée. C'est très bien, mais nous, on a préféré privilégier 2 autres approches, totalement complémentaires. Ce sont des outils qui, abordent l'analyse des compétences sous 2 axes différents. Le premier concerne une cartographie, hein. Ça permet de cartographier les équipes à partir d'un test d'évaluation qui va mesurer les attentes, les appétences d'une personne ou de plusieurs équipes, ou de plusieurs personnes au sein d'une équipe, voire même de plusieurs équipes, hein. Vous pourrez donc notamment identifier si l'équipe a une bonne complémentarité en termes d'énergie, de motivation et de savoir-faire ensemble, hein. Donc vous voyez, c'est une vision plus énergie, implication des équipes. Est-ce que tout le monde est au même niveau? Là, ce modèle-là, utilise la technique, Expert 5A, hein, tout ce qui tourne autour des archétypes. On a 20 talents en 5 familles, 4 talents par famille. Alors quelles sont, ces 5 familles? Bah, c'est initialisation, accomplissement, pilote, analyse feedback et régulateur. Et à partir de là, on va avoir 2 axes. Un axe horizontal orienté sur les talents opérationnels et ça va permettre de faire grossir la société. Un axe vertical, plus développer, faire grandir les organisations en développant les talents des collaborateurs. Et donc grâce à cet outil-là, hein, ça permet de mapper les talents de chaque collaborateur, leur impact dans un projet collectif et de les faire matcher ou pas avec les enjeux de l'entreprise. Donc grâce à ça, on va avoir une analyse du manager et une synthèse globale au niveau de l'équipe ou des équipes. Et grâce à ça, hein, grâce à cette application, ça nous permet d'identifier, d'aligner, transformer et d'accompagner. Donc là, on a une vision d'ensemble et avec cet outil-là, on encapsule des parcours de formation pour réduire les fameux écarts dont on a parlé tout à l'heure entre la situation de départ et la situation d'énergie. Et ça permet d'arriver à activer des réservoirs d'énergie et de motivation. L'autre outil est une vision différente et complémentaire de fait.
Ça permet de mesurer les bonnes pratiques managériales de chaque collaborateur et de chaque manager. Et là aussi, on a la phase d'analyse, le parcours de formation et la phase d'accompagnement. Donc à partir de là, on permet à chaque collaborateur de réaliser un autodiagnostic sur ses compétences managériales. Derrière, il y a un audit qui est réalisé. Cet audit-là permet de mesurer les écarts avec la situation cible souhaitée. On met en place des parcours de formation et ces parcours de formation sont accompagnés dans le temps. Parce que ça, c'est essentiel. C'est qu'une formation d'une journée, de 2 jours, de 3 jours, c'est très bien, mais s'il n'y a pas d'accompagnement dans le temps, c'est moins efficace. Donc avec, cet outil, eh bien, ça permet à chaque collaborateur d'avoir un accès à un espace d'entraînement, de pouvoir partager avec ses pairs, de pouvoir accéder à une bibliothèque de contenu, de pouvoir communiquer avec un chatbot pour, l'aider à trouver une solution à une problématique donnée. Et c'est aussi après, alors si on rentre vraiment, ça c'est une option plus complexe, mais participer à des classes virtuelles et organiser, des webconférences sur des thématiques très particulières. Et à partir de là et comment dire? Cet accompagnement-là dure pendant 12 mois. Donc c'est des licences qui durent 12 mois et donc là, ça permet d'accompagner les collaborateurs et d'ancrer dans la durée toutes ces bonnes pratiques managériales. Y a-t-il de nouvelles questions? Non, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions, hein, n'hésitez pas, je suis là pour essayer d'y répondre. Et aussi, oui, un dernier point sur cet outil-là, ça permet aussi d'animer des communautés de managers, hein. On a une équipe dédiée, soit entre pairs, hein, je vois dans des grands groupes, où, tout le monde est en silo. Les directeurs généraux, les directeurs commerciaux, les directeurs techniques n'ont pas forcément le temps de communiquer entre eux. Ils sont dans des filiales différentes et on s'aperçoit, que très souvent, ils ont des problématiques assez semblables et l'avantage, de ce chat, c'est que ça leur permet de communiquer entre eux, et d'avoir un regard bienveillant, un échange bienveillant puisqu'ils sont pairs et d'arriver à progresser ensemble et ça crée une véritable dynamique de groupe. Nous arrivons bientôt à la fin de cette, webconférence. Donc en synthèse, qu'est-ce qu'on peut dire? Former à la conduite du changement, ça permet à votre entreprise d'être la plus autonome et la plus réactive possible. Ça permet de lever des obstacles psychologiques, hein, très importants, source de ralentissement, comme je disais tout à l'heure, voire de blocage. On est dans l'amélioration continue. C'est-à-dire qu'en permanence, on essaye de faire bouger les lignes, on essaye de faire changer les organisations, même par des petits pas, hein. La culture du petit pas, pour moi, est quelque chose de très important parce que c'est faire changer les collaborateurs et les équipes sans véritablement qu'ils «s'en aperçoivent», entre guillemets, bien sûr, hein. C'est un état d'esprit permanent. À partir de là, on peut définir, des indicateurs clés de performance, de réussite et d'arriver à les mesurer dans le temps. Ça aussi, c'est un piège, c'est un point important, c'est la permanence des méthodes et la permanence de l'action, hein. C'est de savoir s'engager dans le temps et d'avoir un suivi régulier, mensuel de tout ce qui se passe. Parce que comme vous le savez, hein, une entreprise, c'est un organisme du vivant. Hein, rien n'est jamais acquis et on le voit bien aujourd'hui, encore plus là, depuis ces 2 dernières années. Des outils et nous, on se les est appropriés, on les a modifiés, adaptés à notre culture et comment dire? Et à nos valeurs et on essaye de les développer par nous-mêmes. À partir de là, c'est de rentrer en contact avec nous et on sera ravis d'échanger plus en détail sur tous ces outils.
Comme vous pouvez le voir, on a un catalogue très complet, de programmes pour former à la conduite du changement. On ne va pas en parler aujourd'hui, c'est pas du tout l'objectif, hein, puisque l'objectif maintenant, c'est d'arriver à renforcer, les liens avec vous. Donc on vous propose, hein, je vous propose de m'envoyer, pardon, vos questions, je serai ravi d'y répondre, d'organiser des vidéos, de prendre rendez-vous, hein. Aujourd'hui, si vous avez des enjeux à court terme sur la conduite du changement, je serai ravi, de passer du temps avec vous pour en parler, pour réfléchir, pour, vous challenger, se challenger, pour arriver à avoir une bonne analyse de la situation et un bon plan d'action, hein, et bien évidemment, je le redis, c'est sans aucun engagement de votre part. Enfin, nous avons 2 webinars prévus dans les mois à venir puisque, c'est un temps de travail important. Là, on va changer un tout petit peu le format. On va faire venir des experts sur, le premier, donc le 11 avril à 11h30. Quels sont les prérequis pour réussir la conduite du changement? Et là, avec une vision totalement managériale, hein. Il y aura une analyse des différents contextes, hein, les différents types de contextes, la communication à associer avec ces différents contextes. On va parler également sur les comportements fondamentaux transverses nécessaires à la réussite de la conduite du changement. Et le 21 mai, le 18 mai, excusez-moi, à 11h30, vision complètement différente, c'est savoir mener une conduite du changement sur des projets d'automatisation et d'intelligence artificielle. Donc vous voyez, là, on rentre dans des sujets beaucoup plus pointus, beaucoup plus techniques. On a un expert, excessivement pointu sur le sujet qui a accepté d'animer cette, webconférence, donc on est ravis et donc j'espère que, ces 2 webconférences viendront bien compléter cette première conférence. En tout cas, je vous remercie infiniment, de votre écoute, du temps que vous avez passé, avec moi, ce matin et je serai ravi de prendre rendez-vous avec vous pour, avancer sur ces sujets. Je vous souhaite un excellent déjeuner et je vous dis au 11 avril. À très bientôt. Au revoir.